Notre invité, Bob Toumba Matamba, économiste, industriel, essayiste, est l'auteur d'ouvrages relatifs à la problématique du développement de la République démocratique du Congo. Il répond à nos questions. Nous avons fait le cheminement pédagogique qui conduit à l'élaboration d'un plan stratégique. On a dit qu'avant avant de mettre les pieds dans l'élaboration du plan proprement dit, on a évacué les besoins préalables d'ordre psychologique, comme on avait dit. Le plan exige un travail de planification, il n'y a pas de plan, il n'y a pas de développement sans plan, et il n'y a pas de développement sans esprit de développement. Et puis les deux concepts clés que nous avons développés en long et en large, à savoir la conscience économique et la valeur ajoutée. Si ces quatre éléments, les deux postulats et les deux prolégomènes sont maîtrisés, on peut cette fois-ci parler directement du plan stratégique de développement. Rappelez-vous, on a dit qu'un leader doit avoir comme posture comprendre les problèmes, avoir la volonté de les résoudre en passant à l'action. Comprendre, c'est la première étape d'élaboration d'un plan stratégique. C'est faire quoi? Faire l'inventaire de tout ce que vous avez dans le pays. Il n'y a pas deux pays qui se ressemblent. Comme j'avais dit, il n'y a pas deux malades identiques. Il faut faire l'inventaire. C'est ça l'état des lieux. Avant de comprendre, il faut analyser. Et une fois que vous avez l'inventaire, vous pouvez cette fois-là projeter pour avoir les objectifs à atteindre, qui sont tous bien sûr du domaine du bonheur humain. Et le plan, c'est tout simplement le pont entre l'inventaire que vous avez fait et les objectifs à atteindre. C'est ça le plan stratégique de développement. Comme je vous l'ai dit, le plan stratégique de développement, c'est l'ordonnancement rationnel du monde économique. Il n'y a pas un seul spécialiste qui peut s'enfermer dans son laboratoire et sortir avec un Larousse en disant « j'ai fait le plan, venez prendre le plan de développement ». Il serait prétentieux. Même un gouvernement ne peut pas faire un plan. Il n'est pas compétent. L'auteur matériel d'un plan stratégique de développement, c'est les forces vives de la société civile. Les forces vives, comme je vous l'avais démontré, c'est l'ensemble des opérateurs de la société civile, les enseignants, les professions libérales, les journalistes que vous êtes, les chercheurs, les leaders d'opinion, les savants, la société savante et dans la société civile. C'est eux qui ont le savoir-faire, tout simplement. Ils ont le savoir et le savoir-faire. Le gouvernement dirige, coordonne, donne l'impulsion, mais ce n'est pas au gouvernement de faire le plan. Et quand le plan va remonter au sommet, parce que la pyramide de la société civile, le plan vient de la base, monte au sommet. Le sommet est dual. Il y a le gouvernement et il y a le Parlement. Une fois que le gouvernement a accepté le plan, il le passe au Parlement pour faire une loi. À ce moment-là, nous avons le plan. Quand on revient au cas RDC, quand on fait l'inventaire de ce que Dieu nous a donné, mais on est scandalisé, c'est pour ça qu'on dit que nous vivons dans un paradis sur terre. Si vous énumérez tout ce que nous avons, vous allez tomber à cette conclusion. Ça signifie que, comme je vous ai dit, le plan ne peut pas être fait par un individu, ne peut pas être fait par le gouvernement, mais par la société civile. Cependant, un expert économiste peut vous donner l'ossature d'un plan. Et si vous faites l'inventaire de ce que nous avons comme dotation naturelle, vous allez voir que notre pays est une triple puissance. Nous sommes, une puissance agricole.
Je ne pense pas que je doive l'expliquer en détail. Nous étions exportateurs de produits agricoles à l'indépendance et aussi bien dans le PIB que dans la balance d'exportation, l'agriculture contrebalancée faisait contrepoids aux mines. Aujourd'hui, agriculture en dessous de zéro, parce que zéro, ça signifierait qu'on ne produit rien et qu'on se suffit à soi. Mais on importe à manger. Chaque mois, si les wagons de la Zambie n'amènent pas le maïs au Katanga, les gens vont mourir de faim. Ça signifie que nous sommes descendus en dessous de zéro, alors que nous sommes une puissance agricole. Nous sommes une puissance minière, je ne vais pas y revenir. Je vous ai dit, on a 60% des réserves de coltan du monde, on a 50% des réserves de cobalt du monde, on a 10% des réserves de cuivre du monde, on a 10% des réserves d'or du monde. Donc nous sommes une puissance minière, puissance agricole, et nous sommes même une puissance écologique par la forêt primaire de l'Équateur. Nous sommes le deuxième après l'Amazonie. Donc, si un homme intelligent prend le répertoire de ce que nous avons, mais nous pouvons être autosuffisants, aussi bien en termes d'agriculture que dans les composants nécessaires pour faire de la valeur ajoutée. Maintenant, tout le monde sait ce que c'est que la valeur ajoutée. Et du point de vue écologique, nous sommes vraiment un puits de biodiversité. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Étant donné que les objectifs à atteindre, on les connaît, ce sont des objectifs de bonheur humain, il faut prioriser. On commence par quoi? L'auteur du plan va se demander, si nous avons un potentiel agricole élevé, un potentiel minier tout aussi élevé, l'écologie ne pose aucun problème, parce que peu importe le choix que l'on fait entre l'agriculture et les mines, il faut avoir une économie verte. Donc, l'équilibre écologique, c'est un objectif transversal. Que l'on choisisse les mines ou l'agriculture, il faut avoir un taux de carbone zéro. Donc il faut choisir entre l'agriculture et les mines. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On fait un tableau, une matrice avec les points forts et les points faibles pour pointer du doigt ce qui est prioritaire. Cela ne signifie pas que l'autre aspect ne sera pas retouché, non. Mais quand on a une priorité, c'est où mettre la pédale plus fort qu'ailleurs. Alors, étant donné que nous avons tout, Dieu nous a donné tout, il nous a gâtés, on revient aux notions clés préalables à l'abordage du PSD, la valeur ajoutée. Qu'est-ce qui va différencier un secteur d'un autre pour dire que celui-là est prioritaire et l'autre peut être mis en attente? C'est là où on peut avoir plus de valeur ajoutée qu'ailleurs. Parce que la seule richesse, c'est la valeur ajoutée. Si vous avez un travail à base de départ égal, mais à valeur ajoutée différente, il faut commencer par là où il n'y a plus de valeur ajoutée. S'il est vrai que les mines donnent plus de valeur ajoutée que l'agriculture, mais pour faire le saut dans la maîtrise technologique du travail des mines, il faut renforcer l'enseignement, parce qu'il faut avoir des grandes qualifications professionnelles, il faut la maîtrise de la technologie numérique. Par contre, en agriculture, pour répondre à la première question, pour partir des noix de cacao pour faire des bâtonnets de chocolat ou la pâte à tartiner, c'est plus facile. Il est plus facile de faire du chocolat avec le cacao que de faire une voiture avec le cuivre. Donc la priorité, et non seulement c'est la facilité, échéance de faisabilité, où est-ce que c'est plus facile à faire? S'il n'y a plus de valeur ajoutée dans les mines, mais l'échéance de faisabilité est plus proche dans l'agriculture. Pourquoi? Parce que il n'y a rien de pire qu'un sol qui ne sait pas nourrir son homme. L'autosuffisance alimentaire, l'indépendance du ventre, la souveraineté alimentaire, c'est la première des choses. Donc, pour établir la priorité, d'abord il faut manger. Si vous voulez fabriquer des avions et des voitures, entre-temps, comment vous allez arriver à l'échéance où vous allez produire la première voiture? Si on dit aujourd'hui au Congo, allez, on crée une usine pour fabriquer les voitures, dans combien de temps il sortira?
un pays comme le nôtre, 7 fois plus grand que la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est champion dans toutes les productions. Nous ne pouvons faire 7 fois la Côte d'Ivoire. Donc il est plus facile pour nous de nous atteler à l'agriculture dès demain que de dire non, on commence par fabriquer les avions et les voitures. Et pour ce qui est du développement durable, l'autre différence, l'agriculture est éternelle. L'agriculture ne finira jamais. Mais les mines, toutes les ressources minières du monde sont comptabilisées. Il y a les statistiques comptabilisées et par conséquent épuisables. D'ici 50 ans, il y a beaucoup de mines qui vont fermer parce qu'il n'y aura plus rien dans le coffre-fort. C'est pour ça que les mines, c'est des bijoux de famille. Tant que vous ne savez pas les transformer et en faire des produits commerçables et consommables, il vaut mieux les laisser dans le sous-sol. Donc, il vaut mieux plomber les mines, fermer et ne faire que l'agriculture. On va vivre mieux qu'avec les mines. Nous avons les mines, et rien que les mines, mais on a $1,50 par jour. Donc le choix est clair, parce qu'on a fait les mines, ça ne rapporte rien. Parce qu'on a mal fait les mines, on a fait les mines pour enrichir le Nord. Donc il faut commencer par l'agriculture, parce que l'agriculture est pérenne. Les mines ne sont pas pérennes. Les mines vont s'épuiser. Si nous avons des ressources minières que nous ne savons pas transformer, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on les laisse dans le sous-sol? Celles qu'on sait transformer, il faut tout de suite les sortir, leur accorder une valeur ajoutée et les vendre, en commençant par les vendre chez nous et n'exporter que l'excédent. Tout ce qui n'est pas transformable dans l'immédiat, il faut les vendre avec parcimonie, le moins possible, et tout ce qu'on vend, on met dans un fonds souverain. Il y a un pays développé, la Norvège. La Norvège est un pays très développé qui n'a pas besoin de pétrole. Ils ont un PIB par habitant. Nous sommes à moins de $2, 1,5. La Norvège a un PIB par habitant, il ne faut pas sursauter, de $200. Donc un Norvégien vit chaque jour avec $200. Mais en 1980, ils découvrent du pétrole. Et ils ont réagi comme les Botswanais. Ils ont dit, mais on n'a pas besoin de ça. Mais si on le laisse dans le sous-sol, un jour, il peut y avoir obsolescence. Parce que la technologie évolue. Demain, on aura des voitures électriques. Alors, si vous aviez laissé votre pétrole dans le sous-sol, il allait avoir une valeur zéro. Les Norvégiens, c'est le pays où l'homme est le plus heureux au monde, statistique à l'appui. L'indice de développement humain. Dans le classement, la Norvège est au top, c'est le numéro 1. Et ils découvrent, comme cadeau tombé du ciel, qu'ils ont du pétrole. Alors, un homme sage et intelligent, ils se disent, on ne peut pas le laisser dans le sous-sol, on l'exploite, on le vend, mais on ne touche pas à $1 des recettes. Tout dans le fonds souverain. Et après 30 ans, tu sais combien ils ont capitalisé dans le fonds souverain? 1000 milliards de dollars. Ils ont 1000 milliards de dollars de recettes pétrolières. Et il n'y a aucun fonds souverain au monde qui a ça. Même le fonds chinois, le fonds koweïtien, le fonds singapourien, ils sont premiers en IDH, ils sont premiers en fonds souverain. Et voilà pourquoi j'ai dit, les mines, tout ce qu'on ne peut pas transformer, si on doit le vendre pour éviter l'obsolescence, ou si on a des besoins particuliers, mais il faut que le tout rentre dans le fonds souverain. Beaucoup de pays, même des petits pays, ont des fonds souverains. Nous, on n'en a pas. Donc, priorisation. L'agriculture l'emporte. Il y a 2 croix contre une. Il vaut mieux plomber les mines tant qu'on peut. L'Angola en a un, le Botswana en a un, la Libye en a un, la Norvège c'est 1000 milliards. Financé par les mines
Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui prétendre avoir la technologie pour mettre en valeur les mines. On a parlé longuement de la scolarité chez nous qui est au rabais, mais ça c'est l'ossature de ce qu'aurait dû être un plan de développement. Mais comme je vous dis, c'est une œuvre collective. Il n'y a pas un seul expert qui va s'enfermer et vous sortir le plan, mais l'ossature, la logique du plan, elle devient de l'analyse, de l'observation, et le plan c'est le pont entre l'état des lieux et les objectifs. La première des visées que l'on doit avoir en économie chez nous, c'est le gommage de l'extraversion économique. C'est-à-dire avoir comme objectif de ne rien exporter qui ne soit traité. Il faut rompre, mais de façon radicale, avec l'exportation des ressources de base. Donc il faut tout transformer sur place, donc il faut un changement radical du modèle économique. Ça signifie quoi? Comme on avait fait un exercice théorique d'ausculter l'arc de la journée, du lever au coucher du soleil, il faut faire le même exercice en allant aux frontières, à la DGDA, prendre la liste de tout ce que nous importons, dire, au regard de ce que nous sommes comme puissance agricole et minière, tel produit nous savons le réaliser, donc il faut le bannir. Il ne faut pas faire comme les généraux présidents disent dès demain, non. Il faut planifier. Planifier signifie prendre son temps. Ce qui se fait sans tenir compte de temps, ça se fait payer. Donc, c'est aussi simple. Vous allez à la douane, vous prenez la liste de tout ce que nous importons. Et on importe pour les aliments, pour 1,5 milliard de dollars chaque année. On importe les tomates qu'on peut cultiver chez nous. Donc, observer l'intelligence, c'est prendre la liste, dire ça, il faut désormais faire une planification pour ne plus importer, le réaliser sur place. Donc, le changement radical du modèle économique. Et en changeant le modèle économique, ça va couler de source. On va réhabiliter le tissu industriel dont nous avons vu la destruction. C'est pourquoi? C'est parce qu'on ne se donne pas la peine de manufacturer sur place. Le jour où on va dire, je vous donne un exemple. Il y avait au Sénégal une espèce de damso qui importait des centaines de milliers de tonnes de poissons surgelés. Comme faisait Damso, Damso l'a fait pendant des décennies, jusqu'à ce qu'il a vieilli, il a 90 ans et plus. Mais il a fait sa carrière en importateur de poissons surgelés. Les Sénégalais avaient leur Damso, qui était un Libanais. Le gouvernement l'a approché et dit, monsieur, vous êtes spécialiste du poisson. Est-ce que vous ne pouvez pas abandonner les importations qui vident les devises du pays et aller, nous avons en face, sur la côte, beaucoup de bancs de poissons. Commencez à pêcher le poisson local, le transformer et le vendre comme vous le faisiez avec le poisson importé. L'opérateur économique a demandé des avantages qui lui ont été accordés. Il s'est mis à être un pêcheur et transformateur local de poissons, mais il est devenu tellement riche qu'il a pris le même modèle, il est allé le multiplier à Madagascar. Désormais, il devient un fournisseur de poissons local et il fait plus d'argent que quand il importait. Mais il fallait que le gouvernement soit vigilant et l'approche, l'intelligence économique. Étant donné que l'agriculture peut nourrir son homme, les mines vont servir à alimenter le fonds souverain qui est la garantie du développement durable et qui est un clin d'œil aux générations à venir. Amis de température économique, le deuxième épisode de notre série Éco, interrogation sur le développement du Congo, la semaine prochaine. Au revoir.